je ressens la présence, la providence et le rôle qu'on a pour le peuple juif, qu'on protège, qu'on a le srout, le mérite de protéger le peuple juif, pendant que ça se passe. C'est-à-dire que je repense, ma mère qui est d'origine de Pologne, et donc qui a passé la Shoah, avec tout ce que ça comporte, qui était donc une orpheline depuis toute petite pendant la guerre, etc., qui n'a pas pu se défendre. Et tout d'un coup, moi, donc, je suis son fils, et j'ai encore 15 neveux et nièces qui sont aussi engagés. On est là, on fait la guerre, on se défend, on peut se défendre, on défend le peuple juif. Et moi, pendant que ça se passe, des fois j'ai larmes aux yeux. Shalom Rav David. Shalom Vora. Merci beaucoup de nous accueillir. Tu viens de sortir de 266 jours de réserve dans cette année extrêmement particulière qu'on a eue depuis le 7 octobre, de guerre au Liban, à Gaza, et tu es aussi Rav. Et on aimerait avoir un peu ton témoignage, parce que c'est quelque chose qui est pas forcément, qu'on connaît pas forcément dans le judaïsme francophone, d'avoir ces deux tableaux à la fois combattants à 53 ans et aussi Talmid Chacham, érudit en Torah. Donc on aimerait avoir ton témoignage, mais avant ça, est-ce que tu peux nous donner quelques lignes biographiques pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, alors bonjour Rav Gabriel. Alors bon, je suis né en France, à Paris. J'étais dans les écoles Lucien, Yavne, Orancy. J'ai fait ma Aliyah en 90 et je suis parti à la Yeshiva. J'ai étudié à la Yeshiva de Ma'ale Adumim, donc Yeshiva Tesder. Donc c'est une Yeshiva donc, qui allie la Yeshiva, l'étude de la Yeshiva avec l'armée. J'ai fait 1 an d'Yeshiva. Après j'étais à l'armée, j'ai fait 1 an d'armée en Golani, donc fantassin. Je suis parti 1 an en Shlichut, en France, pour le Bnei Akiva et dans la Yeshiva du Rav Botchko et Etzraïm, qui était encore en France à l'époque, à Saint-Maur. Et puis, ensuite, je suis revenu en Israël. J'ai étudié encore à l'Yeshiva encore 7 ans. J'ai fini le rabbinat de ville, etc. Toujours à la Yeshiva de Ma'ale Adumim? Toujours à la Yeshiva de Ma'ale Adumim. Okay. Et ensuite, je suis en 2000, donc j'ai quitté. Et j'ai commencé à enseigner pendant 3 ans dans plusieurs écoles. Et puis, mais j'avais toujours l'envie d'être rave d'une communauté, un peu comme on a appris chez nous, qu'au bout du compte, l'influence, le travail, c'est dans la communauté avec tout le monde. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé. Donc depuis 2003, je suis rabbin d'un village, d'un moshav, le moshav de Shalva, qui se trouve à côté de Kiryat Gat, c'est un peu dans le sud, sur la même ligne de Ashkelon. On tient un trait entre Ashkelon et Hebron, à peu près sur la ligne. Voilà, donc c'est un moshav très agréable. Et donc voilà, je suis là-bas, je suis le rabbin donc déjà 22 ans. En même temps, j'enseigne à Darom, à la Mechala, dans le programme de jeunes filles du Rav King. Du Rav King, qui intervient souvent dans Shofar. Ça fait déjà pas mal d'années que je suis là-bas, hein, plus de 15 ans, 16 ans, je sais pas, pas mal d'années que je suis là-bas, et que c'est un plaisir vraiment de recevoir comme ça les filles qui font la Aliyah en Israël. Et je coordonne avec le Rav Yitzhak Shoraki un Beth Midrash à Jérusalem qui s'appelle Sha'arei Uziel pour Rabbanim qui font un complément d'études dans le cursus de connaissances des rabbins séfarades. Je suis marié à Noémie, j'ai 7 enfants, 7 filles, dont 2 filles qui sont déjà mariées, une qui est mariée 4 enfants, une mariée qui a 2 enfants, et les autres, donc voilà, donc on est tous ensemble, on habite dans le sud. Moshav Shalva, Moshav Even Shmuel. Voilà, okay. En gros. Super. Maintenant, plonge-nous un petit peu, depuis le 7 octobre, où vous avez été, quelles ont été les différentes missions que vous avez eues, à quoi ça a ressemblé? Ok, alors on va diviser ça en 3 parties, 3 grosses parties. Première partie, donc c'est la première étape, disons, 7 octobre, donc le Simchat Torah. Donc évidemment, moi je suis à la synagogue. Puis le matin, à 6h du matin, on est en train de prier. Et puis, bon, ça commence, nous on est à peu près 15 km à vol d'oiseau de Gaza, donc on entend des bombes, enfin on entend déjà le bruit, on entend les alarmes, enfin ça de tous les côtés ça bouge. Et évidemment, il y a la police qui arrive, qui nous font plier les bagages de la synagogue. Pendant ce temps-là, il y a déjà beaucoup qui sont déjà appelés sur place. Moi aussi, je sens que je vais être appelé, donc je cours chez moi, je rentre chez moi à la maison. Et j'arrive, j'ouvre tout de suite mon téléphone et je vois les WhatsApp, la Plouga là, qui est déjà... on va être appelé, enfin on le prévient. Et voilà, 2-3 heures, on est déjà parti. Donc à 1h de l'après-midi, j'ai eu le temps de manger. Et puis je suis sorti. J'ai pris encore un copain et puis on est parti en voiture. Donc
rouler en voiture à Simchat Torah. À Simchat Torah, Shabbat, c'est quand même pas tous les jours. On est monté donc, j'ai pris le Kvish numéro 6, donc on trace jusqu'en dans le nord, hein, parce qu'on avait peur que ce qui se passe à Gaza se passe au même moment dans le nord. C'est ce qu'on pensait qu'il allait se passer, ce qui est plus ou moins prévu. Donc on arrive, alors c'était fantastique parce que tu vois, moi j'ai dû m'arrêter sur le Kvish pour prendre de l'essence, j'avais pas d'essence. Ouais. Je me suis arrêté pour prendre l'essence. D'abord, les voitures qui passent, des kippot, des talitotes, c'est un truc de fou. Et puis à la tahana à son essence aussi, je prends de l'essence. Shabbat, prendre l'essence, c'est bizarre, Shabbat, c'est on dirait un rêve. Et plein de gens aussi, des barbes, enfin et tout le monde est un monde fou. Donc de voir tout le peuple juif comme ça qui pour la guerre, une liaison. Bon, on arrive dans le nord, on arrive dans notre base, on s'organise. Hein, la nuit même déjà, on est déjà placé. Nous on était directement placé à Shtoula. Je suis dans la Khativa, la brigade Alexandroni. C'est donc en général des gens de Golani, donc fantassins. C'est des réservistes. Des réservistes qui sont fait Golani en général. Majorité à Golani. Évidemment, il y a aussi des parachutistes, il y a toutes sortes, mais c'est 80% des Golani, on va dire. Réserviste. Donc moi je suis réserviste, entre parenthèses, je suis réserviste depuis 1993. Donc je fais mes Milouim chaque année, je les rate pas. Chaque année, donc je suis pas revenu pour les Milouim. C'est mes Milouim habituels. Je suis en Milouim depuis déjà 32 ans, 33 ans. Donc c'est quand même de 32 ans, donc c'est quand même pas mal. Donc on arrive du côté de Shtoula, donc c'est sur la frontière du Liban. On va rester là-bas pendant un mois. Alors c'est très dur parce qu'on se fait tirer dessus tout le temps. Enfin, c'est vraiment la guerre, on sort pas le nez. C'est vraiment dans le. Il y a des échanges. On est en attente. Ça se calme un petit peu. On va bouger. On va au bout d'un mois, on va partir plutôt vers l'est. On va aller du côté de Kiryat Shmona, Tel Hai. On va rester là-bas encore un petit moment. Et après, on va être aussi à Misgavaam. C'est encore un peu en hauteur. Mais du même côté, au-dessus de Kiryat Shmona, on voit vraiment la plaine du Liban du Nord. Et puis après, on va finir encore 2 mois à Metula. Metula, donc c'est vraiment le doigt d'Israël, qui est un endroit qui est extrêmement stratégique, puisque le Metula est entouré de la frontière libanaise. C'est comme donc c'est vraiment très dangereux au niveau. C'est l'endroit le plus embêtant s'il est attaqué. Donc on est presque toute la brigade, on est là-bas. Tout ça va durer 5 mois. Donc on est libéré en début mars. On a fini 150 jours pile, 150 jours début mars, dans le nord, pas au Liban, mais sur la frontière libanaise avec tout ce que ça comporte. Donc là, il n'y a pas encore vraiment de combat. Il n'y a pas vraiment de combat. Non, il n'y a pas de combat. On s'est fait pas mal tirer dessus ici et là, mais on n'est pas en combat. On est ce qui s'appelle Haganah, on est en défense, ce qui est un autre genre de travail qui est difficile pour un fantassin. Être en défense tout le temps, c'est l'inverse de l'intuition, de l'instinct du soldat. Mais c'était le travail qu'il fallait faire, on l'a fait comme il fallait faire. Malheureusement, on a vu ici là, des soldats qui ont été tués. On a eu des malheurs. C'est la guerre, c'est très triste. Des amis à nous qu'on connaît. On finit au mois de mars, on a 2 mois et demi de répit. On pensait avoir plus, mais malheureusement, il manque des soldats. On devait être appelé au mois de novembre. Au mois d'août, on devait être appelé. Et ils nous ont appelés en fin mai déjà. Et la raison était qu'il manquait une brigade. Il manquait une brigade pour Gaza. Nous, a priori, on est dans le nord. Et il manquait une brigade pour Gaza. Qui est-ce qu'on demande? Alexandronie, ils sont prêts à venir apparemment. Ils ont dû faire un statistique pour un sondage, savoir qui c'est qui les plus prêts à partir. C'est vrai qu'on est tous arrivés, comme d'habitude. Toute la brigade en est arrivée. On était donc à Gaza pendant 2 mois et demi, tout le mois de juin, tout le mois de juillet et début août, je crois 14 août. On était donc à Gaza, sur le Sir Line de Netzarim. Protection de Netzarim, avec El Bourej. On est rentré aussi dans la ville de Gaza, à Rimal. On a eu à Rimal une attaque, on va dire une attaque comme dans les livres, hein, comme dans les films. Alors le truc qui est un peu dingue, je l'ai pas publié pour différentes raisons pour l'instant. J'ai le film de cette attaque qui a duré 20 minutes, 25 minutes. Parce que j'avais un GoPro sur la tête, j'avais un GoPro personnel, et je l'avais allumé 10 secondes avant l'attaque, et on a tout est filmé. C'est incroyable à voir. C'est assez dur à voir parce que c'est vrai. C'est comme un film. C'est comme un film de guerre. Seulement c'est vrai. Et donc c'est dur à voir parce que c'est vrai.
Et on a eu des miracles, d'ailleurs que j'ai raconté dans un autre film qu'on pourra voir un autre jour, où j'ai raconté vraiment le NES. J'ai un ami il y a eu vraiment qui se sont fait tirer dessus, vraiment qui ont eu des miracles, qui s'est fait tirer dessus sur la tête, un Français d'ailleurs, David, il s'est fait tirer dessus sur la tête, et la balle elle est rentrée dans son casque, il n'a pas été touché, juste il a eu le coup, mais il n'a pas été touché, il va très bien, d'ailleurs il se marie dans 2 semaines. Alors, donc, c'était donc 2 mois et demi, c'était assez chaud, parce que c'est quand même Gaza. À chaque endroit, il peut y avoir une minara, un tunnel. Donc, et il y en a. J'ai commencé à utiliser mon rôle à moi, je suis donc Kala, c'est-à-dire que j'ai une lunette pour voir de visée télescopique. Donc, je suis pas évidemment un tireur d'élite, mais c'est un mi-chemin, c'est de jour et de nuit. Hein, et j'ai commencé à utiliser un avatar, un drone. Un drone, voilà, un drone pour entrer dans les maisons. Donc c'est un travail en plus, mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, on ne rentre pas dans une maison avant de faire le drone. Hein, c'est le B.A.B.A. Ouais, c'est le B.A.B.A. Il y a encore d'autres trucs, mais c'est vraiment le minimum. Donc c'est encore ça. On a fait notre 2 mois et demi. On est rentré, on devait avoir des Milouim au mois de novembre au moins. C'était ce qu'ils nous avaient promis, hein, entre guillemets. Donc on est revenu du mois de Elul. Enfin, moi, je suis rabbin d'un village, donc c'est Elul, c'est les Slichot, c'est le Kotel. Enfin, c'est tout le travail des Rosh Hashanah, Yom Kippour, 3 jours avant Rosh Hashanah. Donc on reçoit des coups de téléphone. On reprend, c'est la guerre au Liban. On attaque, on sort, on va attaquer, donc on entendait, et on va y aller. J'ai dit, bon, on n'y est pas, nous on est d'abord. Et puis on nous dit, bon voilà, on va être accepté. Donc du jour au lendemain, tout le monde est appelé, bon, on a chez nous à la maison, mais d'un autre côté, donc on prend toutes nos affaires, on se prépare, on va aller faire la guerre au Liban. Et là, bon, c'est comme l'appréhension. Moi je leur dis, moi je suis rabbin à Moshav, je peux pas partir à Rosh Hashanah. Il dit, ok, tu viens après Rosh Hashanah, tu viens dimanche matin, et tu nous rejoins au Liban dimanche matin, une demi-heure avant Rosh Hashanah. Le Mfaged, il m'appelle, il me dit, écoute, on doit rentrer pendant Rosh Hashanah. Si tu rentres pas avec nous, t'es pas avec nous. Tu peux pas rentrer avec nous, parce que c'est tout le monde qui rentre. Ouais. Je fais, écoute. Il n'y a pas de navette. Voilà, il n'y a pas de navette. On sait pas comment ça se passe. Je fais, écoute, je pars Rosh Hashanah, là c'est une heure Rosh Hashanah, donc ça change rien, je ne sais pas dire, je pars pas maintenant. Je fais Rosh Hashanah le soir à la synagogue, je suis le matin, toute la tefila, je serai Chazan, enfin je fais tout ce qui va, les shiurim, etc. Mais vendredi matin, je pars à 5h du matin et j'arrive, donc vendredi matin à 8h, je suis dans le nord là où il fallait être. 8h du matin, ça va? Et à ce moment-là, on rentre vendredi. Je fais ok, c'est bon. Donc je suis parti Rosh Hashanah le matin, avec, dans mon sac, avec mon chauffard, parce que je dois faire la tefila encore. Enfin, donc c'est... Et donc on part dans le Nord, je pars dans le Nord avec la voiture, je prends quelqu'un, et je prends encore des affaires, je prends des armes, enfin une arme qui m'attendait à un endroit, je passe par les prendre, enfin vraiment c'est le taxi quoi. Et j'arrive, donc on est dans le Nord, j'arrive, au bout du compte, vendredi matin j'arrive, on rentre pas encore parce que c'est comme ça toujours difficile, on croit qu'on va rentrer mais en fait on repousse, mais toute la journée de vendredi, on nous a pris dans un bus, donc on est Rosh Hashanah. On a voyagé dans une base d'entraînement à Eliakim et on s'est entraîné toute la journée. On s'est entraîné comme des malades. C'est-à-dire, tout Rosh Hashanah, on s'est entraîné comme on s'est jamais entraîné. Plus entraînement de nuit, parce qu'il faut on fait jour et nuit, donc on fait rentrer Shabbat. Shabbat à Gadol, Shabbat Shuvah. Fin de Rosh Hashanah, on est en train de s'entraîner comme des fous. Et on essaie de faire Kiddush. Moi, j'ai pas réussi à faire Kiddush. Moi, j'ai pas réussi à faire Kiddush. Il y en a peut-être plusieurs pour avoir fait Kiddush. Donc, quand on est rentré vers 11h chez nous, enfin là où on était, là où on a dormi. Et à ce moment-là, on a fait Kiddush. Donc, on est comme Shabbat Shuvah. On a passé tout Shabbat, toute la journée de Shabbat. J'ai passé à travailler sur mon matériel. Donc, j'ai fait des choses qu'on fait pas Shabbat. Très matériel. Les batteries, le drone, vérifier. Il y avait déjà, après, avec mon drone, il était pas précis. L'arme, enfin, il y avait vraiment du travail. Toute la journée, j'ai passé du temps à travailler sur 5-6 heures au moins, à faire le travail. Et de filote, évidemment, on a fait ce qu'on a fait. Et puis, on est sorti dimanche. Bon, au bout du compte, dimanche, on est rentré au Liban. Alors, on est rentré, et là, c'était dingue parce que c'est la guerre, vraiment. On dort pas, on est l'adrénaline à 100%, tout le temps, ça tire tout le temps. On a plein de balles sur nous pour tirer. Tous les soirs, on doit remplir parce que tout d'un coup, ça coule à flot. C'est-à-dire que
On se fait tirer dessus à chaque coin de rue presque, et dans le village où on est passé. Et c'est très dur, on porte beaucoup. Enfin, c'est vraiment chaud, c'est vraiment dur. Il y a évidemment des blessés. Il y en a qui sont malheureusement qui sont aussi qui sont partis. On est dans ces combats du début du Liban. Vraiment, on a perdu des hommes. Jours, ça a duré, pour nous, ça a duré 11 jours. C'est vraiment un autre monde. C'est vraiment la guerre comme dans les films. On y est quoi. Et d'un côté, moi j'ai mon Shulchan Aruch parce que j'ai des trucs à étudier. Alors étudier, il y en a quand t'as eu le temps d'étudier entre les balles. Enfin vraiment, ouais. C'est-à-dire que contrairement aux autres périodes où j'avais vraiment le temps d'étudier, où j'ai des temps où je peux me mettre dans un coin et je peux étudier 2 heures, 3 heures tranquillement. Il y a peut-être du bruit, mais je suis tranquille. Là, c'est vraiment notre monde. À Yom Kippour, c'est-à-dire qu'on est passé Yom Kippour, on devait sortir avant Yom Kippour. On nous avait promis qu'on serait à la maison avant Yom Kippour. Au bout du compte, bon, comme tout, c'est pas comme ça. Donc on est resté, on a eu une Itaklout, donc on s'est fait attaquer. 1 heure avant Yom Kippour. C'est-à-dire qu'on avait prévu, j'avais prévu, une embuscade. j'avais prévu, on avait Kol Nidre, j'avais réussi à avoir Minyan. J'avais que moi qui avait un sidour. Il n'y a pas de sidour, parce que personne n'a cru qu'on allait passer Yom Kippour. Moi, j'ai pris un sidour avec moi au cas où. Donc j'avais mon sidour, dans mon pouch, j'avais un sidour, un marzor de Yom Kippour. J'étais le seul à avoir un marzor de Yom Kippour. J'ai préparé Kol Nidre et tout. Kol Nidre, passé à l'as. On est en pleine attaque, c'est la guerre. Donc c'est vraiment démentiel. Et on a passé Yom Kippour. Pendant Yom Kippour, j'ai fait voler un drone pour vérifier. On est rentré, d'ailleurs j'ai le film qui est sur YouTube, on peut le voir, un film de quelques secondes. On voit le drone qui rentre dans une maison où il y a des munitions en quantité astronomique. Une maison qui était à 200 mètres de chez nous, dans un village, un petit village pastoral, a priori. C'est-à-dire que chaque maison, un petit clin d'œil. J'ai fait un pari avec les copains, parce que au bout du compte, on essaie d'avoir un optimisme, de rigoler, etc., même si c'est dur. Au début, je leur ai dit, écoutez, chaque maison où on rentre et on trouve des munitions, j'offre une bouteille de whisky pour la marlaka, pour les copains, de l'unité. Ok, ça c'est à côté. On rentre première maison, tac, des munitions. Je vois, ok, après whisky. Deuxième maison, munitions, des munitions de toutes sortes, des armes. J'ai dit, ça y est, je pense que je comprends je me rends compte en fait. Pratiquement toutes les maisons où on rentre, c'est des villages, c'est-à-dire que c'est des gens qui habitent. Chez l'habitant, il y a des munitions, il y a des armes, il y a des fois des bombes, des trucs énormes. Il y a des lance-roquettes. Des villages du Hezbollah, quoi. Messel Jabel. On était à Messel Jabel et à Roulé. Messel Jabel, c'est un village assez grand, il y a 20 000 habitants, mais c'est village, hein, c'est pastoral, c'est magnifique, c'est vraiment. Comme c'était un beau village. Ouais, c'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. Tu rentres dans une petite maison sympathique et tu vois tout d'un coup des armes. Il y a un Kalachnikov, il y a des trucs. Il y a un endroit, il y avait tellement de quantité, des effodim, enfin des habits, des vestes, des habits d'armée, mais en quantité. C'est-à-dire ça me rappelait de Yosef, qu'on arrive à la quantité des grains de blé. Il y en a tellement qu'on les compte plus. Hein, c'est comme ça qu'il y a marqué. Et ben il y a tellement de quantité d'armes et d'armements qu'on ne comptait même plus l'arme et on a arrêté de ramasser, on les a fait sauter. C'est-à-dire que c'était même plus la peine de prendre, il y en avait trop. On pouvait même plus récupérer tout ça. On arrive et c'était juste là, dans le village où nous on était. Il y a eu au même moment beaucoup d'autres villages. C'est-à-dire que dans chaque village, le même problème. C'est une quantité, et c'est des villages qui se trouvent à 3-4 kilomètres de la frontière. C'est-à-dire que heureusement qu'on est passé par là-bas. C'est-à-dire qu'on se dit, waouh. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment très dur. Et là, là, tu sens la guerre. Là, c'est le show. Là, c'est vraiment nié. Donc là, tu as 11 jours, très intensifs. 11 jours, ouais, c'est en tout, il y a 30 jours, parce qu'avant, après, au milieu, enfin, il s'est découpé. Mais les jours ont été en guerre nette, c'est 11 jours qui sont les jours les plus longs, quoi. Enfin, à ce niveau-là, si on veut. Ouais, c'est ça vraiment le truc. On ressent dans ces moments-là, dans tout, hein, toute la période, hein, c'est 270 jours, mais quand on est dans le plus, d'abord le niveau d'expert, hein, c'est le niveau monte, c'est-à-dire qu'on est au début niveau normal, le niveau truc, le niveau de savoir-faire de l'armée revient et s'adapte au niveau de la difficulté. C'est-à-dire que plus c'est difficile et plus c'est vraiment exigeant, plus tous les soldats, ils montent leur niveau
pour être au top tout le temps. Et on arrive à des situations où chaque soldat vérifie toutes ses affaires, mais toutes les quelques minutes. Ouais. On est au top tout le temps. Et tout, a priori, on fait pas. On passe on vérifie, on nettoie notre arme, le goulot, je sais pas comment on appelle le canet. Le canet, comment on dit. Ouais. On la nettoie tous les jours. Enfin, on est en situation, on est constamment en train de, on vérifie qu'on a les bombes, enfin toutes les grenades. On monte le niveau, et très sérieux. Voilà, ça c'est un. Et le deuxième point, c'est la hardout, la harva, ce qui s'appelle la solidarité, la fraternité de l'armée. Comment on se soutient, comment on se surveille, comment on est vraiment. C'est frère de sang, mais vraiment, tu le sens, tu le vis, quoi. Et des fois, il y en a qui ont sauvé des vies d'autres, c'est-à-dire qu'on se sauve mutuellement, c'est très fort. Et là, un autre point par rapport à ça, j'en avais parlé hier, moi, je suis très sentimental, et depuis le début de la guerre, mais quand ces moments-là, je ressens la présence, la hashgaha ou la providence et le tafkid, le rôle qu'on a pour le peuple juif, qu'on protège, qu'on a le srout, le mérite de protéger le peuple juif, pendant que ça se passe. C'est-à-dire que je repense ma mère qui est d'origine de Pologne, et donc qui a passé la Shoah avec tout ce que ça comporte, qui était donc Yetoma, une orpheline depuis toute petite pendant la guerre, etc., qui n'a pas pu se défendre, pas que, donc tout le monde. Et tout d'un coup, moi donc je suis son fils, et j'ai encore 15 neveux et nièces, 15 neveux qui sont aussi engagés, donc elle a 15 petits-enfants. On est là, on fait la guerre, on se défend, on peut se défendre. On défend le peuple juif. Et moi, pendant que ça se passe, des fois j'ai larmes aux yeux. C'est-à-dire pendant les moments difficiles, en temps réel, je ressens la présence même, enfin le mérite d'être parmi ceux qui ont pu aider le peuple juif pendant que ça se passe et quand il fallait le faire. Et chacun avec son petit travail, ce qu'il sait faire, mais être là. Et moi, ça me fait émerger des sentiments qui sont très forts. Et je pense que c'est fantastique. C'est vraiment ressentir, faire partie de l'histoire, mais pendant que ça se passe, pas après coup. C'est vraiment la chavaya, le ressenti pendant que ça se passe. Je tiens à préciser, c'est important à savoir, que le fait que j'ai pu passer tellement de temps à l'armée, c'est important, c'est obligatoire, mais c'est surtout grâce à ma famille, à ma femme, qui me permet d'être la tête tranquille à l'armée, et elle se retrouve à la maison, à travailler, s'occuper des enfants, enfin à gérer ce qui est pas facile. Donc c'est vraiment je pense le salaire spirituel est partagé. Grâce à elle, je peux faire ce que j'ai à faire, et elle le fait grâce à moi. C'est vraiment un travail commun. Il y a dans l'unité, j'imagine que tu as 53 ans, donc tu dois pas être parmi les plus jeunes, et t'es rabbin. Comment c'est pris par le reste de l'unité? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux d'avoir avec eux T'es grand-père déjà? Ah ouais, je suis grand-père 6 fois déjà. T'es grand-père 6 fois. Donc t'es grand-père 53 ans rabbin, avec eux dans l'unité en train de se battre. Comment les gens vivent ça? Ok, alors c'est sympa. La vérité, c'est sympa. Bon, je suis sportif, donc je suis en forme relativement, donc ça va correctement. C'est vrai que la majorité des soldats qui sont avec moi, ils sont plus jeunes que mes grands-enfants. Mon Mfaked, il est plus jeune que ma deuxième fille même. Donc c'est risible, c'est marrant. D'un côté, c'est mon Mfaked, c'est mon supérieur. Je l'écoute, ce qu'il me dit, je fais ce qu'il dit, je discute pas. Et donc la majorité, le plus proche de moi, il a 36, c'est-à-dire que moi 53 après 36, juste après. C'est-à-dire que c'est fait qu'il y a une grande différence. Donc c'est impressionnant. Quand tu es comme ça, tu as un vrai rôle. Tu as une demout, une figure, un symbole. C'est-à-dire que les gens me disent, mais on te voit marcher, on te voit porter le ephod avec le tiklau. Il y en a pour 40 kilos sur toi, avec la montée comme ça, avec le neige, enfin l'arme, et enfin tout l'attirail. Tu dis, mais si le Rabbi David il monte, mais nous on va monter. Si lui court, on va pas courir. Donc déjà, ça pousse tout le monde. Donc c'est important. C'est-à-dire que ma place, même quand je fais rien,
les gens ils me regardent, les gens ils me suivent, à part le fait que je suis rabbin, donc d'abord pour tous, il y a des questions, enfin comme t'as un rabbin à côté de toi, tu profites, enfin donc il y a aussi ça. Vous avez le temps d'avoir des discussions plus profondes. On a même quand on n'a pas le temps, on a le temps, parce que des fois c'est ces moments-là qu'on a des discussions les plus profondes. On a des fois des discussions vraiment qui sont très très profondes, enfin vraiment très proches. Et je pense que mon rôle et que on voit ça dans le Tanakh. Tous ces tzadikim qui étaient des personnages tzadikim qui étudiaient la Torah, les mitzvot, et qui se battaient, qui étaient des Giborei Israël. Moi, je pense à eux, on est à leurs pieds, on est rien, mais on essaie de faire la même chose. Et ça montre aux autres, d'abord aux gens les copains de mon unité, que c'est possible. Voilà, on peut étudier la Torah, on peut faire un travail qui est en rapport avec la Torah. Je suis rabbin, donc j'ai quand même un travail qui est communautaire à ce niveau-là. Et pourtant, on se bat. On fait la mitzvah c'est une mitzvah, donc on fait une mitzvah là, on peut le faire. J'étudie vraiment, j'ai toujours étudié le maximum pour montrer, d'abord parce que il faut étudier, et après ça il y a une vitesse, enfin les trucs habituels qu'il faut faire, et puis après ça tu montres que tu peux étudier même quand tu fais l'armée, même quand tu fais la guerre, mais ça ne va pas l'un contre l'autre. Ça c'est pour l'unité. Et pour ceux qui sont, imagine mon village, où je suis donc rabbin, je suis rabbin du rabbin Israël, je suis rabbin officiel du rabbinat, mon village qui a le plaisir de se dire, mon Rav, il est au Liban en ce moment, il combat. Et il a fait les milouim comme tout le monde. Alors c'est vrai que c'est compliqué pour le rabbinat. D'abord, c'est une manière de gérer le rabbinat. J'ai pas mal de gens avec qui je travaille, dedans qui font des cours, etc. Donc on se débrouille. À part ça, le téléphone existe, le téléphone, le WhatsApp, donc on peut avancer. Et à part ça, quand c'est la guerre, et même le rabbin il va à la guerre. Il n'y a pas de raison que le rabbin il n'allait pas à la guerre. Pourquoi? Il y a d'autres amis qui sont du village qui sont aussi. Et pourquoi moi je serais... J'aimerais que tu nous rentres peut-être dans le côté plus Torah en théorie pour essayer de comprendre cette espèce d'évidence et que c'est la continuité en fait. Tu dis, c'est la continuité de mon étude. Si maintenant j'étudie, forcément, ça veut aussi dire que je vais aller protéger le peuple juif le moment venu. Essaye de nous expliquer un petit peu comment tu vois ça. Mon Rav, le Rav Nahum Eliezer Rabinovitch Zatzal, qui était le Rosh Yeshiva là où j'ai étudié, toujours il disait, il écrit dans son livre, que la première yeshiva Tesder, la première yeshiva qui allie l'armée avec l'étude, c'était la yeshiva de Rabbi Akiva. Il disait ça, mi-sourire, mi-sérieux. Ça veut dire que le monde juif antique, dans Rabbi Akiva, donc c'est déjà 2000 ans, et puis avant, je pense David Ameller, etc., ils se battaient. Yoshua qui est chef de Ohala Shel Torah, qui reste et qui étudie la nuit, il éveille de la guerre, mais il étudie la nuit. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le Tanakh cette idée-là que c'est pas parce qu'on étudie la Torah qu'on va pas faire la guerre, défendre le peuple juif, mais que ça ne vient pas nous dédouaner. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'étudie que je vais pas faire la guerre, et c'est pas parce que je fais la guerre que je vais pas étudier. C'est dans les deux sens qu'on n'est pas dédouané. C'est-à-dire que nos ancêtres, ils ont fait les deux, ils étaient prêts pour faire les deux. Et puisque c'est une mitzvah, milchamet mitzvah, aujourd'hui, c'est clair que la situation de maintenant, c'est une milchamet mitzvah, une guerre qui était un ordre, un commandement. Donc c'est obligatoire. Il y a un salaire comme faire le lulav et comme mettre les tefilines. Donc il faut le faire. Et puis et on sait que pour la guerre, on s'en rend compte maintenant, plus il y a de soldats qui peuvent faire le travail, mieux il est fait. Ouais. Maintenant, voilà, moi je suis réappelé pour le mois de juin. La vérité, je suis un peu essoufflé. C'est-à-dire que on aurait plus de soldats, on n'aurait pas besoin. J'aurais été bien content que ce soit d'autres qui y aillent. Alors j'irai s'il faut y aller, mais je suis essoufflé. C'est-à-dire que combien tu peux tirer s'il y a plus de monde? Il faut quand même se partager pour être frais. C'est quand même différent. Et je vais juste expliquer le point. Tu dis que c'est évident que c'est une milchamet mitzvah, donc une milchama qui est une guerre de commandement.
Tout simplement parce que, Parce en qu'on fait, on est attaqué dans le cas là, on est attaqué, ça s'appelle on est en la danger. Israël Miatzar, C'est vraiment sauver Israël de la situation exactement. de danger, alors c'est une Voilà, guerre de voilà, la situation là, c'est vraiment facile parce qu'on est vraiment en danger. C'est pas on va s'élargir, je sais pas, on est vraiment en danger. Donc c'est facile au niveau du raisonnement ilchatique. Donc il y a beaucoup de décisionnaires qui ont écrit ça. C'est assez simple. Aujourd'hui, on voit qu'on a un débat dans le monde religieux, entre le monde, on va dire, sioniste religieux qui, comme toi ou comme beaucoup d'entre nous, on pense que non seulement les personnes qui sont pratiquants doivent évidemment participer à la guerre, avec d'un autre côté le monde Haredi, le monde ultra-orthodoxe, qui considère que, en général pour deux raisons, on va essayer d'analyser les deux, pour deux raisons qu'il ne faut pas participer à cet effort de guerre. On va dire la première raison qui est souvent donnée, c'est l'étude exempte. L'étude joue le rôle finalement de donner les mérites qui permettent de ne pas faire. Donc ça va falloir expliquer au niveau de cet argument-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit que même les personnes qui n'étudient pas forcément, on a vu que le grand rabbin d'Israël, le rabbi Yitzhak Yosef, a dit que même ceux qui n'étudiaient pas n'aillent pas à l'armée de peur d'être trop en contact avec un monde laïque et donc d'être un petit peu abîmé par cette réalité-là. Comment tu réponds à ces deux points-là? Alors, je vais commencer par le dernier. Le fait que, d'abord, je prends ma brigade à moi, donc on est beaucoup. Je pense qu'il doit y avoir entre un tiers, plus qu'un tiers, presque entre un tiers et la moitié presque, qui sont religieux aujourd'hui, dans les fantassins. Au niveau des soldats, au niveau des chefs, c'est plus de la moitié qui ont des kippotes. Ouais. Et surtout, plus il y aura des personnes qui sont engagées religieusement, ouais, ou traditionnalistes plus, et plus, il y en aura d'autres. C'est-à-dire ouais, qu'on aura plus facilement Minyan, plus facilement sa Torah. Je dois dire que, par exemple, depuis déjà des dizaines d'années, j'ai fait les mines pendant longtemps, le langage commun des soldats a changé. Les gens font beaucoup plus attention. J'entends plus, depuis des années, je parle de ceux qui ne sont pas religieux, des saletés dans l'armée, des gens qui parlent mal, des ouais, discussions qui ne sont pas vulgaires, j'entends plus. Alors, et c'est pas parce que les gens m'évitent, parce qu'on se trouve partout, parce que le nombre de gens qui sont engagés religieusement change la couleur générale. Donc c'est un engagement de chacun de rentrer. Plus on rentre, plus il y en a. Ça c'est un. Deuxièmement, même si c'est pas le cas, ça ne vient pas, encore une fois, d'une dédonnée de l'obligation. Si je dois mettre les tefilines, je dois mettre les tefilines. Ouais. Si je dois sauver le peuple juif, si j'ai je suis associé au travail, c'est-à-dire je fais partie du peuple juif, donc j'ai mon travail, je dois le faire. Alors il faut que je me trouve pour le faire de manière correcte, de ne pas me mettre en danger, etc. Mais il y a une limite à la logique, c'est-à-dire que si je suis vraiment sérieux, là où je serai, je mettrai les tefilines, je ferai la tefila, je ne regarderai pas la fois que je regardais, je ferai attention aux questions d'isolement avec des femmes. D'abord, là où on est, il n'y a pas de femmes du tout. Mais c'est-à-dire que depuis quand on est exempté de mitzvot parce qu'il y a peut-être les gens ils vont travailler. Surtout une mitzvah comme sauver une vie. Sauver le monde, c'est vraiment ouais. Et à part ça, les gens vont travailler. Les gens ils vont pas dans la rue, ils prennent pas le bus. C'est les mêmes personnes là. Il y a pas là-bas d'autres personnes. Ils vont pas travailler. Les gens qui travaillent dans des endroits où il y a des gens qui sont pas religieux avec eux. Ouais. Des gens, même il va y avoir des femmes aussi dans ces endroits-là. Comment ils font? Alors, tu ne diras peut-être pas tout le monde, mais il y en a. Alors pourquoi est-ce qu'on leur interdit pas? Ils le font et c'est permis. Ouais. Les gens ils travaillent chez le particulier pour travailler, pour arranger les choses. Il y a des gens chez les particuliers, il y a des hommes, des femmes, alors il y a des gens pas religieux. Et tout d'un coup, c'est possible, c'est permis. Alors donc c'est une première chose. Deuxièmement, pour la première question. D'abord, il y a un grand changement dans le monde Haredi. J'ai beaucoup au niveau du rabbinat de rabbins, amis qui sont Haredi. De manière personnelle, les gens changent. C'est-à-dire que ils pensent que beaucoup
Hein, c'est vraiment beaucoup de rabbins Haredi et aussi évidemment de la communauté qui pensent qu'on ne peut plus rester tellement à l'écart comme ça quand on est venu à l'extrême où c'est vraiment on a un besoin de faire partie, il y a un besoin identitaire, on va dire, à faire partie du peuple juif et d'aller faire la guerre ou d'envoyer peut-être son fils, enfin, et de faire partie d'une manière ou d'une autre. Donc il y a beaucoup plus un changement par rapport à ça. On voit ça avec la brigade Hashmonaïm et d'autres qui sont, il y a quand même quelque chose qui bouge. Et je pense que le fait qu'il y a des rabbinim comme le Ramban Israël, l'ancien Ramban Israël, qui ont dit des choses qui sont, d'après moi, enfin, pas tellement acceptables. Mais le fait qu'il les ait dit, ça prouve que justement il y a un changement. Parce qu'on n'a pas besoin de dire, ne faites surtout pas ça, quand on le fait pas. C'est-à-dire qu'il y a un réveil et donc il est obligé de puisqu'il y a un réveil, qu'il faut bloquer ce réveil, alors il va dire des choses. Donc je pense que sur ça, et bon, et à part ça, pour le fait de l'étude de la Torah, d'abord on prouve que l'étude de la Torah ne vient pas exempter de faire la guerre. Rabbi Akiva, il pensait pas comme ça. Ils ont fait la guerre, Bar Korba, etc. Depuis toujours, on va dans le Tanakh. Enfin, et c'est une évidence. C'est une mitzvah. Pourquoi est-ce que je la ferais pas? Et puis on arrive à une situation où on dit non, on va même pas laisser étudier. On va même pas laisser faire l'armée, même ceux qui vont pas étudier. C'est-à-dire qu'on arrive à un hivout, une torsion, enfin, on tord l'idée. C'est-à-dire que au début tu disais celui qui va étudier, il va pas faire l'armée. Bon, on va dire. Et maintenant même celui qui fait pas l'armée, même celui qui n'étudie pas, il est aussi. Alors, où est la cohérence? Juste parce que peut-être que. Alors, je pense que si les Haredim, dans leur obédience, avaient dit seulement ceux qui étudient, ils vont être exemplés, et tous ceux qui étudient pas, ils vont aller faire l'armée, il y aurait tellement déjà un gros morceau. Que je pense qu'au niveau social général du peuple juif, plus personne n'aurait rien dit déjà. Déjà comme ça aurait beaucoup changé. Et à part ça, le fait d'étudier, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent se permettre. Peut-être de manière personnelle, celui-là, il a peur. De manière personnelle, il y a toujours des situations qu'on peut permettre. Mais de manière générale, que tous ceux que tu dis, ils vont pas faire l'armée. Demain tout le monde va être arrêté dans le peuple juif. Il y aura pas de David Ameller, ils avaient pas, et Ben Serouya, il n'y avait pas d'armée à l'époque. Il y avait des soldats. Donc j'arrive pas à expliquer leur point de vue. Et je suis content que ça change. Et j'espère que ça va changer plus. Mais je sens que le changement. Est-ce que tu sens que toi, mais aussi ceux qui étaient autour de toi, l'unité dans laquelle tu es, est-ce que tu sens que ça vous a changé, qu'il y a eu un avant, après cette période-là? Ouais, je sais pas sur quel plan on peut en parler, mais il y a énormément de choses qui ont changé. D'abord, on voit le peuple juif différemment. Je pense au niveau de l'unité du peuple juif. On a eu un vécu de 1 an et demi qui était incroyable. Et je pense au niveau personnel. Moi, je pense, si je parle pour moi au niveau personnel, j'ai changé. C'est-à-dire, je pense que j'ai changé. Et même si, Dieu merci, j'ai pas eu des visions pendant la guerre atroces, comme des trucs qu'on a. Et j'évite tout le temps depuis le début, depuis le 7 octobre, j'évite de regarder des vidéos, des trucs, pour justement ne pas être dérangé, post-traumatique, etc. Surtout, j'ai peur de post-traumatique pendant la guerre, donc je surtout pas. Donc je pense que relativement, je suis assez gardé. Mais pourtant, le fait d'avoir passé tellement de temps, d'abord loin de la maison, loin de la famille, loin du travail, loin de tout, ça te change. Ça te change, la difficulté, il y a tout ça, ça change. Et quand tu reviens, c'est un peu le côté qu'ont les soldats quand ils reviennent. Tout d'un coup, on a une discussion, on a fait une sadhana de 2 jours, un débrief de 2 jours, avec donc des copains de l'unité, organisés par l'armée. Et il a dit, mais j'ai plus la patience. Et moi aussi, j'ai plus la patience. J'ai mes copains qui sont assis à côté de moi, et ils parlent de pizza et d'hamburger. J'ai envie de leur dire, c'est quoi de quoi vous parlez? Je fais la queue pour aller acheter un truc. Les gens ils discutent de choses banales, ça m'énerve. Je dis quoi, vous parlez de choses banales? Nous on s'est tués, on a. Ça crée une exigence par rapport à la vie. Voilà, tout te semble banal, neutre, parvé. Alors il faut revenir parce que c'est pas la normale. Mais d'abord tu deviens conscient.
c'est quoi qui est important, qu'est-ce qui est pas important, Ouais. les choses qui sont pas importantes. D'un autre côté, je comprends que les gens qui n'ont pas été dans la guerre et qui n'ont pas un frère ou un truc Ils qui vivent était pas dans le la même guerre, niveau d'intensité. ouais, ils ont repris la vie. C'est vrai que pendant un mois ou deux, le pays était en combat de combat, mais après, les gens ils reprennent la vie. Mais moi, je reprends la vie. Moi, j'ai un passe-temps, c'est de faire de la course de trail, long, ultramarathon. Attends, j'ai passé depuis longtemps, ultramarathon. C'est 42 et plus, enfin 50, 60, 70, 80, 100 km. Alors donc j'étais pas très entraîné puisque au Liban tu t'entraînes pas, enfin tu portes beaucoup mais tu cours pas, donc il faut quand même s'entraîner. J'avais une course au mois de janvier, je m'étais inscrit déjà il y a 6 mois. Enfin je pensais pas que j'allais être j'étais pas donc très près, mais j'ai tenu à y aller. C'est une course de 12 heures, donc j'ai fait 86 km. Donc c'est aussi un peu. Mais j'avais un besoin de revenir à la normale. C'est-à-dire que je comprends que les gens veulent revenir à la normale. Moi aussi, je veux revenir à la normale. Et j'essaie toujours de revenir à la normale, de revenir. J'arrive pas, je suis pas encore revenu entièrement. Ça fait déjà 3 mois et demi. Je pense que je suis 3 mois que j'ai quitté, que j'ai fini le Liban. Je suis pas encore revenu. À moi-même. Alors je fais ce qu'il faut faire plus ou moins, mais étudier aussi, mais j'ai moins de patience. La nuit, je me réveille dès qu'il y a un demi-bruit de rien du tout, hop, je me réveille tout de suite. Alors c'est difficile pour moi parce que je dors mal, et pour la famille parce que ils savent qu'ils me réveillent pour rien. Et moi, je suis quand même en situation qui est correcte par rapport aux autres. Alors je pense aux autres Hayalim qui ont eu des plus grands traumatismes. C'est vrai que moi je suis plus âgé donc c'est plus difficile, et plus jeune c'est plus facile. Ça aussi ça joue. Qu'est-ce que tu aimerais dire? On a évidemment la majorité du public de Shofar qui est en France. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire sur ce que tu vis justement ici et qui peut se vivre que ici? Je voudrais dire la chose suivante, c'est que on a l'habitude depuis toujours qu'il y a des soldats qu'on appelle des Giboré Israël, des héros. On les connaît. Et il y en a quelques centaines en général. C'est ceux qui sont dans les unités spéciales, élites spéciales, qui sont vraiment très forts. Il y en a quelques centaines en général. On les connaît par la télévision, on les connaît par des trucs. On n'en connaît pas comme ça. Et tout d'un coup, on a une situation depuis 1 an et demi où on a au moins 20 000 soldats qui ont fait la guerre au niveau de danger immédiat où on leur tirait dessus. C'est-à-dire qu'on a 20 000 héros je parle au niveau spirituel, héros spirituels, les gens que tu dis, waouh, celui-là, il était prêt à donner sa vie pour le peuple. Voilà, il y en a qui ont donné leur vie, vraiment. Il y en a qui ont été handicapés des handicaps qui sont effroyables, et c'est des héros. Il y en a qui sont revenus, comme ça, tout doucement. C'est des héros qui ont vu des choses qu'il fallait pas voir, fait des très très difficiles, qui sont pointus, qui ont aidé, qui ont sauvé, qui ont tiré. Il y en a à tous les coins de rue. À tous les coins de rue, j'ai des héros nationaux et des héros spirituels, des héros que je peux demander encore une bracha, une bénédiction. Mais c'est-à-dire que le peuple, tout d'un coup, c'est re-rempli. A posteriori, je dirais, malheureusement dans ce cas-là, mais de la force du peuple juif, qu'il y a tellement de gens qui sont si forts, tellement pour le peuple juif, tellement spirituels, qu'ils ont fait une mitzvot, qu'ils ont donné de leur même, qu'ils ont perdu du travail, ils ont perdu de l'argent, parce qu'à l'armée, on perd de l'argent quand on fait les minouim. On perd de l'argent, on perd beaucoup d'argent en général, mais on compte pas ça, on compte le fait qu'on n'est pas peuple juif. Et ça, on les voit à chaque coin de rue. On ne sait pas toujours que c'est eux, mais ils sont là. Et ça change, pour moi, ça me change entièrement la vue que j'ai dans la rue. Je vois un khayal, j'ai envie de l'embrasser. J'ai des copains qui me racontent des histoires de leurs enfants qu'ils ont fait dans des situations de guerre. Des trucs, je me dis, heureusement que j'étais pas, je sais pas comment j'aurais fait. Alors, c'est vrai que nous aussi, on a fait des trucs dingues. Quand je raconte moi ce que j'ai fait, je me dis, comment j'ai réussi à faire ça? C'est vrai, quand on y est, on s'en rend pas compte, c'est vrai. Donc, venez en Israël, vous les verrez, vous les toucherez, vous leur demanderez une bénédiction, vous verrez la force, la vivacité du peuple juif par eux. Et puisqu'on parle donc des juifs en France ou autre part, donc
j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont en France et dans d'autres pays. Vraiment, je ressens que tous ces juifs-là, tout d'un coup, ça remanié, enfin rechangé et éveillé entièrement le lien qu'ils ont avec la terre d'Israël, le lien qu'ils ont avec le peuple juif, et le lien qu'ils ont avec tout d'un coup, ils réenvisagent de remonter en Israël, ils vont aux manifestations, tout d'un coup, tu peux plus rester neutre. Mais en fait, on est là, on a été réveillés, et il faut profiter de ce réveil pour avancer encore plus. Parce qu'il y a un point que j'aimerais rajouter à propos justement de nos frères qui sont en France ou qui sont en diaspora, etc., c'est que ce qu'on est en train de voir émerger en Israël, et je pense pas que forcément ce soit ressenti lorsqu'on est en dehors d'Israël, ce qu'on est en train de voir émerger, c'est aussi une autre sorte d'identité, un autre rapport qu'on a à la Torah. C'est-à-dire la Torah qui n'est pas juste dans la synagogue ou dans la maison d'études, mais qui va venir et emplir une vie entière où ça veut dire aussi défendre son peuple, ça veut dire aussi construire son pays, ça veut dire tout ça évidemment avec comme âme et comme moteur finalement le projet juif et ce qu'on cherche à créer, mais ça demande d'être capable de sortir de la synagogue, de prendre ce que tu racontais à Simchat Torah, de prendre son arme, etc. Et sentir que c'est dans une continuité. Sentir que je suis pas autre chose à ce moment-là. Non, c'est la continuité de ce que j'ai construit grâce à mon étude. Ça va être dans la défense de ce peuple que je considère si important. On dit toujours que le judaïsme, c'est pas une religion. Le judaïsme, c'est une manière de vivre. La religion, c'est donc la synagogue, enfin le côté cultuel. Et des fois on essaie de transformer les rabbins en ce qu'on appelle des gens qui font chérout, ils font un service rituel ou service. C'est pas ça. La Torah, c'est une manière de vivre, une manière de se réveiller, une manière de manger, une manière de courir, une manière d'étudier, une manière de parler, une manière de penser, une manière de défendre son peuple, de voir. C'est la neshama du peuple juif entier. Et c'est vrai que en dehors d'Israël, on le ressentait en général moins, puisque c'est difficile de vivre son judaïsme pleinement comme ça en dehors d'Israël. Et là, ça a permis en fait même ceux qui habitent pas en Israël de le ressentir. Et évidemment, en Israël, exponentiel, beaucoup plus. Évidemment, il y a toujours des problèmes, pas tout le monde est, mais on y est beaucoup plus. On se ressent beaucoup plus, et on arrive à exprimer son judaïsme de manière pleine et de ressentir chaque étude. J'essaie de me rappeler, je me rappelle très bien en fait des moments d'études que j'ai eu au Liban ou à Gaza. Des fois, on a eu quand on a eu l'attaque à Gaza. J'ai étudié pendant l'attaque. C'est un truc de fou. J'ai même l'enregistrement parce que j'avais. C'est un point que je veux rajouter. Malheureusement, on a eu 2 soldats qui ont été tués d'autres unités à nous. Un soldat, donc le français, le fils de Chaim et Lalidré, Saadia, donc je connaissais, qui était dans mon unité, donc c'était des copains, plus jeunes que moi évidemment, mais des copains. Donc c'était à Gaza. C'était à Gaza. Quand on était à Gaza, malheureusement, ils faisaient justement des tranchées. Enfin, ils étaient justement en train de travailler pour le protéger. Ils se sont fait, malheureusement, il y a eu une bombe qui est arrivée sur eux. J'ai décidé donc à ce moment-là de faire dans le mois de Saadia, d'étudier toute chasse de Mishnayot à Gaza. Et je l'ai enregistré. Donc j'avais ma GoPro, donc j'ai tout enregistré. Tout est sur Internet, en YouTube. J'ai tout l'enregistrement. Je faisais 25 heures à peu près d'enregistrement, c'est au fur et à mesure. Donc j'enregistrais. Donc je sais toutes les Mishnayot. Et donc on voit derrière, il y a les trucs qui passent, il y a du bruit, et le bruit, il est, disons que c'est vraiment et je voulais finir, j'avais à la fin, on était à Rimal, donc là, Itaklout, évidemment, l'attaque, l'embuscade, donc on a fait ça, et après, dès que j'ai été rentré dans l'embuscade, on nous a remplacés, on était encore dans l'embuscade, disons, juste derrière, moi tout de suite, et ça tirait encore dans tous les sens, les avions qui arrivaient, c'était vraiment le truc de fou, moi je sors mon GoPro, je me mets parce que je suis stressé par le temps. Je sais que j'ai pas le temps de finir. Il faut que je finisse absolument. Je sors ma GoPro. J'avais pas mon chandon. J'avais pas il faisait commencé à faire nuit. Je pouvais pas lire. Donc j'ai sorti mon téléphone. Le téléphone, il a pas évidemment de clita. Enfin, il y a pas de réseau. Ouais, pas de réseau. Ouais. Mais j'ai mes Mishnayot, l'application, et je commence à lire, à avancer la Mishnayot, et c'est l'enregistrement. Donc on voit l'enregistrement, je l'ai, donc on peut voir sur YouTube. J'ai l'enregistrement des Mishnayot de ce moment-là,
pendant que ça tire derrière, et je suis en train d'enregistrer, de continuer d'enregistrer, et concentré, et je suis un peu en transe d'enregistrement. Ouais. C'est-à-dire que je suis en transe, je suis concentré sur l'étude. Je suis concentré sur l'étude. Et pendant l'étude, il me demande, il dit, combien il te reste de balles? Parce qu'il en a besoin des, et je lui réponds, là, j'ai 4, mais je continue. Donc c'est un peu et j'ai trouvé qu'à ce moment-là, je ressentais pendant que ça se passait, j'étudie la Torah pendant la guerre. C'est-à-dire que c'est évidemment, j'étais protégé, c'est-à-dire j'avais pas de danger à ce niveau-là, mais c'est un truc de fou, mais je ressentais le besoin de faire, et de le faire justement à ce moment-là, aussi pour l'élévation de l'âme de Saadia, que l'étude de la Torah et la guerre, c'est pas l'un contre l'autre. Évidemment, on veut pas la guerre, on veut la paix, mais s'il faut la faire, on la fera comme il faut, mais on continuera à étudier la Torah au même moment. C'est-à-dire que ça va ensemble. Merci beaucoup, Rav David, d'avoir pris du temps pour partager le témoignage de ce que tu as vécu ces 18 derniers mois, et qui, à mon avis, nous fait rencontrer comme ça une nouvelle sorte d'identité qui est en train d'émerger dans le peuple juif ces derniers temps. Une capacité de lier la Torah, la vie, la possibilité de donner de soi pour le peuple. Et merci beaucoup de ce que tu as fait ces 18 derniers mois, et merci beaucoup d'avoir pris du temps pour témoigner devant les caméras de Shofar. À très vite. C'est avec plaisir, et vraiment je sens que c'est pas nouveau, c'est plutôt un renouveau. On revient à ce que nos ancêtres étaient.